Ça. Oui, donc j'ai passé la main à Tarek. Normalement, est-ce que... Ouais. Alors, montrer l'écran. Voilà. Donc là, c'est lequel Voilà, super. Alors, on a un écran. On a celui qui s'appelle Tarek Screen. C'est là où il y a les dômes, Atas? Oui, c'est ça. Il y a les... Oui, c'est ça, il y a les Domatas, tout à fait. Ok, génial. D'accord, tac, ça, on va mettre ça là. Donc je suis avec Nabil. Nabil va d'abord faire une petite présentation du carnet. Bonjour à tous. Pour ceux qui n'auront jamais vu de carnet d'ordre, voir comment est construit le carnet d'ordre Atas. Ce sont les acheteurs, vendeurs, le prix, les volumes. Et comme ça, quand on prendra une position, ce sera plus simple pour tout le monde. Expliquer. Alors en fait, là, vous pouvez voir, il y a trois carnets d'ordre différents, donc ce qu'on appelle des dômes. Dômes, c'est-à-dire depth of market, c'est-à-dire la traduction, c'est profondeur de marché. Donc en fait, vous voyez au milieu, il y a une case, il y a une colonne grise avec les prix. Donc là, c'est ce qu'on vous montre. Donc ce sont les colonnes avec les prix. Le premier dôme tout à gauche, c'est le DAX. Donc c'est le futur sur le DAX, futur qui expire en décembre. À côté, c'est le futur sur le S&P. Et ensuite, le troisième, c'est le futur sur le Bund, donc les obligations allemandes à 10 ans. On a des graphiques qui sont sur un autre écran, donc périodiquement, on vous les montrera s'il y a raison de les montrer. Sinon, nous, on se focalise vraiment beaucoup plus sur le carnet d'ordre pour prendre une décision d'intervention sur les marchés. Donc, on va principalement trader ces trois marchés, donc DAX, l'indice allemand, le S&P, l'indice généraliste américain, et le Bund, donc l'obligation allemande. Ça nous permet de voir un peu l'Europe, les États-Unis, l'obligataire et l'action. Donc là, il y a l'opening aux États-Unis qui s'est produit il y a à peu près 12 minutes. On peut voir qu'il y a une forte volatilité à cause de cette ouverture de marché. Surtout que le marché européen, il avait fait de sacrés gros mouvements. Le DAX, il était à plus 1,05, 1,06 avant l'ouverture. Il a fait un gros mouvement d'achat, donc il a pété les plus hauts historiques. Donc on est sur une tendance qui est clairement baissière avec depuis l'ouverture US. Depuis l'ouverture US, là, on était sur une tendance complètement haussière qui a été assez corrigée par l'ouverture des Américains. Donc là, il faut savoir que le premier quart d'heure de cotation aux États-Unis, c'est extrêmement volatile. Là, on peut le voir, dès que les Américains arrivent, ils apportent une vague de liquidité sur les marchés qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités d'intervention. Donc là, on est sur le S&P. On peut voir que le S&P il est arrivé sur un niveau qui est assez fort. Donc, on va essayer de le trader avec un stop assez proche. Comme ça, on se dit, voilà, on prend le risque d'un rebond avec un stop proche. Ça veut dire que ça va être négligeable ce qu'on est prêt à perdre. Par contre, le gain qu'on peut en tirer, ça peut être assez substantiel. On peut voir que on est rentré à 3123. Donc, vous voyez les prix. La colonne de droite, la colonne rouge, ce sont les vendeurs. Donc, ce sont toutes les personnes qui vont se placer à la vente. Et la colonne de gauche en bleu, ce sont les acheteurs. Donc, en fait, il y a une confrontation entre les vendeurs et les acheteurs. Là, on peut voir que 23, 25, 23, il y a un gros vendeur. Donc, Tarek, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de sortir sa position flattée. C'est-à-dire qu'il est sorti. 23. Voilà. Quand c'est arrivé à 23, 25, j'ai vu qu'il y avait un vendeur qui a bloqué tout de suite à 23, 25. Donc, j'ai décidé de ressortir. Ici, il y a vraiment un iceberg pour le moment. Mais à 23, 25, il a bloqué. Donc voilà, donc il a décidé il ne sentait pas dans sa pose. Il est rentré parce qu'il a vu des acheteurs. Il y avait un niveau. Par contre, il se dit pas non, je suis acheteur, il faut que ça gagne. Il a vu des vendeurs arriver. Il a revu son raisonnement. Il est sorti. Donc il a flatté. Il a acheté à 23. Et il a vendu à 23. Donc il perd rien. Il paye les commissions, mais sur les futurs, elles sont assez faibles. Il vous disait qu'il a vu un iceberg à 23. Un iceberg, c'est quoi? C'est une grosse main sur les marchés qui va essayer de cacher le fait qu'elle soit grosse. C'est-à-dire, pourquoi elle va se cacher? Parce que justement... Là, j'achète à 22,25. C'est le plus gros volume de la fin des gros volumes. La fin des gros volumes. On a une accumulation ici qui se fait. C'est toujours pareil. Je vais essayer de prendre 22,25, 23,25 pour trois types de paires. Donc là, il y a un acheteur qui a bloqué le mouvement de vente. Et j'ai essayé d'acheter 22,25.
Voilà, malheureusement, il n'a pas été exécuté, c'est parti, ça a corrigé assez vite. Et donc là, on revient sur le prix initial de 23. Dommage qu'il ne m'ait pas exécuté à 22,25. 22,25, c'est vraiment le prix parfait. On avait la fin du Gauss avec le gros volume qui nous permettait de voir où était le dernier gros acheteur. On avait ici un iceberg, c'est-à-dire que cette quantité des 350, quand elle a été exécutée, elle a été reloadée, donc il y a une quantité qui a été remise dans le carnet. Et donc, on va voir, on revient dessus. On revient, on va regarder est-ce que l'iceberg est toujours là à l'achat, c'est-à-dire est-ce que cette grosse main acheteuse elle continue à recharger à 22,5. Donc là, pour l'instant, elle arrive à tenir encore 22,5. Ça achète un peu 22,75. C'est pas franc, mais on peut voir que les vendeurs, ils butent sur un acheteur à 22,50. Donc on a mis notre stop de protection à 3 ticks en dessous, au cas où cet acheteur-là disparaisse. Donc là, pour le moment, ça s'échange. Ils ont vendu un peu 22,25. Donc si à un moment donné, on voit trop de vendeurs, on n'est pas obligé d'attendre son stop. Ça, c'est une erreur qui est souvent commise, alors que pas nécessairement. Là, on peut voir qu'il y a des achats market à 22,50. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tapent au marché, mais on peut voir que de l'autre côté, les vendeurs ont rechargé. Donc là, l'acheteur, on voit qu'il a repris la main. Il a repris la main, il a remis 150 lots, 200 lots à l'achat. Maintenant, il faut qu'il traite ce prix-là. Donc là, on a remis les volumes à zéro pour voir les échanges. Donc là, ça nous montre les ordres qui tapent market. Là, le vendeur a disparu. Donc là, vraisemblablement, le stop va être touché. On a un stop relativement court. Donc ça ne traite pas énormément. Hein. Donc là, il y a eu 180 lots market qui ont été envoyés par l'acheteur. Maintenant, on peut voir que l'acheteur n'arrive pas à passer 22,50. Just supposed to be being led by Broadcom. You're trading higher than upgrade at Morgan Stanley. Dow Jones does appear to be the underperformer. Donc là, il y a une vraie confrontation acheteur-vendeur sur ce niveau de prix. On va attendre de voir comment ça réagit. Si les acheteurs reprennent la main, on devrait revenir sur cette zone de volume. On peut voir qu'il y a 500 lots qui ont été tapés market. Et là, on voit que le vendeur, il recharge, il fait que recharger à 22,50. Donc il y a deux icebergs qui s'affrontent. C'est-à-dire deux grosses mains qui se cachent, mais qui s'affrontent. So I'm going to quick look at these sectors today. Do have IT and financials leading the right way here. And in the reds, you have energy, like on the back of the lower oil prices. Il est vraiment costaud le vendeur, donc là, il recharge beaucoup plus vite que l'acheteur. Ce qui est un peu compliqué. Donc là, l'acheteur, il remet, voilà. Mais là, ça y est. Donc on est rentré 50, on sort 21,75. Là, c'était notre niveau, notre support, en fait, qu'on observait. Voilà. On met un stop juste en dessous. Si ce niveau lâche, il revient tout de suite. Il a tapé nos stops, il est revenu tout de suite. Donc là, ça, c'est exactement... voilà, il nous a tapé notre stop et il est reparti... Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Ils font beaucoup de chasse au stop, donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. Mais le risque, il était trop fort de mettre un stop plus éloigné. Donc, je pense que la perte acceptable, c'était ça. Là, maintenant, il va repartir possiblement sur les volumes. Donc là, maintenant, on va essayer de voir cette zone qu'on attendait. Le DAX aussi est parti. Ouais. À l'inverse, le Bund ne bouge pas du tout. Ça, c'est assez spécial. C'est-à-dire que les indices remontent fortement, mais le Bund, il végète sur les mêmes prix. On va acheter un œil, mais il est très peu liquide, il est pas terrible. Là, on est revenu sur les plus gros volumes de la zone. Et on retombe sur un vendeur qui laisse rien passer. Donc le vendeur il protège chaque prix. Ouais. C'était les histogrammes en bleu, c'est les volumes exécutés par prix. Donc le marché est arrivé sur ce niveau de prix. Ça a constitué une résistance dans le carnet. Donc là, on est parti de 22 jusqu'à 23,75. À 23,75, le vendeur a complètement bloqué le marché. Donc là, on voit le Bund qui monte. Là, on a clairement un cas d'école où les investisseurs achètent des obligations et vendent des obligations et vendent des actions. Donc là, le dernier volume sur le Bund, si ça lâche,
je pense que le marché action devrait repartir à la baisse. Sur une bonne résistance, le marché action là vers les 22. Et sur le DAX, c'est quoi? C'est 270. Ce sont des zones qui ont bien marché. Donc si là ça pète, ça peut tomber fort. Là pour l'instant il se passe peu de choses. Donc on va attendre que notre scénario se produise. Donc là on revient sur l'acheteur, la zone d'achat. Voilà, ce qu'on disait, 86 qui break. Voilà. Donc là, ce qu'on disait, le marché obligataire qui break la résistance qui est à 86. Et donc là, le 22,50, ça devient une résistance. C'est comme pour ceux qui font des rappels supports. Voilà. Quand ça break, ça devient une résistance. On arrive sur le support aussi sur le DAX à 70. Si 70 est break, ça peut vraiment perdre pas mal. Il est plus baissier le S&P que le DAX. Ouais. Donc là, 21,50, ça bloque. On va casser rapidement. Ils ont fait 1500 lots d'échange à 21,50. Malheureusement, pas exécuté. Et rebond pareil sur le DAX. Donc fake break possiblement. Ils aiment bien faire ça, ils vont chercher des stops et après ils remontent tout de suite, mais là, on va pas exécuter. Là, les marchés. Après, normalement, nous, ce qu'on fait, on regarde les news de la journée, on regarde un peu. Là, il y a une stat sur le pétrole, il y a eu un gros chiffre américain à 14h30. Après, il faut savoir que demain, c'est la Fed. Donc, c'est pour ça que normalement, c'est une journée assez calme, mais aujourd'hui, ça a énormément bougé. Donc là, on a un vendeur qui break tous les supports les uns après les autres. Donc j'avais un niveau à 21,50. Parfois, ils vont chercher juste le niveau en dessous. Donc là, 21,50. Pareil, je mets un stop à 3 ticks. On voit, il faut que ça achète à 21,50. Le DAX, il a vendu sur 4 prix. Wow. Il a fait pareil, il allait chercher le stop rapidement. C'est obligé. Au moment où il a cherché, tu vois, après, ça fait le deuxième. Donc, malheureusement, on n'a pas été pris notre short à la base. Donc on est rentré 21,25. Il nous a sorti avec 2 ticks. On va le repayer. Donc là, on voit 2 fois de suite, il nous a pris notre stop et il est reparti. Voilà, donc là, ça échange pas mal à 21. Confrontation vendeur-acheteur. Il y a 2500 lots. Là, ils vendent un peu 20,75, donc il faut être vigilant. Parce que s'ils pètent celui-là, possiblement, c'est vrai break. Mais le Boon ne fait pas des nouveaux plus hauts. Donc si le marché monte, on va accumuler. Voilà. Donc là, on va rentrer à une deuxième position parce que là, il y a un acheteur. On a acheté 21. On va essayer d'acheter 21,25 aussi. Voilà, on a acheté 21, 25. Et un deuxième stop. Le DAX entame une correction aussi, ça peut être positif. Donc on a acheté 21, après on a acheté 21,25. Ça vend un peu à 21, donc ça ne veut pas laisser passer. Je remonte le stop. Comme ça, quand on gagne avec 2 positions. Et quand on perd avec une position. Voilà. C'est en train de payer. Voilà. Il bloque 22. Si 22 il lâche, voilà. On peut pas mal. Voilà. Une sortie. Voilà. Une sortie. Ouais. Donc quand on gagne avec 2 positions. Et quand on perd avec une position.
Il y en a qui nous demandent, ils nous posent une question, quelle est la méthode? Alors, donc en fait, c'est vrai qu'on n'a pas 5 heures donc on a dit qu'on allait faire un live. Mais en fait, nous, ce qu'on va faire, on va faire du scalping. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre des positions assez courtes, mais sur des zones très sélectionnées. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter sur des probabilités de réussite qui vont à 70-80%. Et donc, on va sélectionner nos zones et on va les confirmer avec le carnet d'ordre. C'est-à-dire que grâce à l'échange de flux de trading entre les acheteurs et les vendeurs, et on va essayer de détecter les grosses mains pour se positionner avec elles. Donc, si on voit des gros acheteurs, on va acheter. Si on voit des gros vendeurs, on va vendre. C'est pour ça que Tarek s'est mis acheteur tout à l'heure. Et à un moment donné, quand il a vu le marché craquer, il a essayé de vendre pour jouer le break. Malheureusement, il n'a pas été exécuté. Donc, lui, son avis, c'est pas, il s'en fiche de où est-ce que le marché il sera dans 4 heures. Lui, ce qu'il veut, c'est si le marché, je vois des vendeurs à l'heure actuelle, je vais vendre avec eux. Si à l'inverse, je vois des acheteurs, je vais acheter avec eux. Mais sur des zones sélectionnées pour augmenter la probabilité de réussite. Donc, quand on parle d'acheteurs, dans un mouvement baissier, on détecte un acheteur à partir du moment où il y a une zone de prix, comme on l'avait ici, où il y a un gros volume, là les 5557, c'est-à-dire qu'il y a eu 5557 lots qui ont été traités sur ce niveau-là. Le marché, il est parti de 26, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Quand il arrive ici, à 21, il y a un iceberg. Un iceberg, c'est un ordre de 1000 lots, 2000 lots, 3000 lots, qui est splitté en 200, 300. Donc l'opérateur met 300 lots, dès qu'il est exécuté, il en remet 300, dès qu'il est exécuté, il en met 300. Donc, comme on dit, il reload ces quantités-là. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, on rentre avec lui. Parce que du moment où le marché n'arrive pas à faire de nouveau plus bas, et ça confirme avec un volume, alors là, ce qui est bien, c'est le Gauss, il est assez propre. Si on descend sur ces zones ici, ce sera beaucoup moins dessiné et on verra moins où se trouve le gros acheteur. Mais là, en fait, ce histogramme bleu, c'est le dernier gros volume. C'est-à-dire que les investisseurs sont intéressés à acheter sur ce niveau de prix et ils ont un gros ordre institutionnel, peut-être de 5 000, 10 000 ou 15 000 lots à acheter. Et donc, chaque fois qu'on va arriver sur cette zone-là, il va y avoir un flux acheteur. Et ça, c'est ce que nous, on suit. En fait, on fait un peu ce que faisaient les traders à la criée, où ils observaient les opérateurs de marché institutionnels qui devaient donner leurs ordres de façon orale. Donc, typiquement, là, on aurait eu un institutionnel qui aurait dit achète 1000 lots à 3121. Lors de 3121 exécuté, il aurait encore annoncé encore 1000 lots à 3121. Cet ordre exécuté, il aurait encore annoncé 1000 lots à 3121. Nous, voyant ces flux d'ordre passés, on achèterait avec lui. Et on met un stop en dessous au cas où il est uniquement 3000 ordres à acheter. Donc, il les a splittés en 3 fois. S'il n'a plus d'ordre à acheter, le marché va aller chercher une liquidité en dessous. Donc, on se protège toujours contre un fast market, mais on est dans une stratégie où on rentre et on sort très rapidement du marché. Donc, on ne va pas garder des positions pendant des heures et des heures. Le seul moment où on garde des positions longtemps dans la salle de marché crescendo, c'est quand il y a des news. Quand il y a des news, là, on conserve des positions même pendant 1 heure ou un peu plus. Le reste du temps, c'est du scalping. Ça veut dire qu'on rentre une position et on la sort très rapidement. Donc là, on revient sur ce niveau-là des 21. Si ce niveau des 21 lâche, après, le marché va descendre rapidement jusqu'à trouver une grosse contrepartie. Mais pour le moment, là, il y a un acheteur ici et il y a un vendeur sur le boom. La dernière zone de volume sur le boom, c'est 86 et 87. Donc 6 000 lots, 3 000 lots. Mais là, on est à 21. Donc on est sur un support ici et une résistance ici. Sachant que les opérateurs, soit ils achètent des obligations, soit ils vendent des actions. Là, on peut avoir un schéma, soit ça casse le 21 et donc ça va monter au-dessus de 87, ou soit ça rebondit sur 21 et ça va redescendre à 86. Donc soit on short le marché obligataire, soit on achète le marché action. Pour le moment, la zone est 21, il y a toujours l'acheteur qui bloque le marché. On voit qu'il bloque encore la zone 20, 20, 75, 21. Mais on voit que là, il traite 21, 25, 21, 20, 75.
Là, on est en train de sortir du range. Là, j'achèterai pas ce support-là. Labour, they're now at 27%, which is unchanged. It's the latest UK election poll from Kantar. For the Conservatives at 45%, which is an 8% increase from the previous. And Labour ils ont tenu le niveau. Which is unchanged. Donc, on a un acheteur sur le marché action, un vendeur sur le marché obligataire. Donc là, la question, est-ce qu'on vend 87 ou on achète 21? Si on joue la poursuite du niveau, si on joue le breakout, ça veut dire que c'est cet acheteur lâche et ce vendeur lâche. Là, il faut acheter 87 et vendre 21 pour jouer la cassure du support. Mais pour le moment, l'acheteur, il absorbe tout. Donc là, l'acheteur, il a acheté 20,75, 21,75 et le vendeur, il a vendu 87,85. On revient sur la zone des 21,50. On va vendre ce niveau. Voilà, il n'a pas exécuté. Donc là, j'ai essayé de vendre 21,50 pour jouer la cassure de cet acheteur. Cet acheteur, il en a énormément. Il en a exécuté 9000, mais il a du mal à aller au-delà. Donc j'ai l'impression que il a de plus en plus de mal à tenir ce niveau. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de vendre 21,50. Et là, on voit que le Boon, il a cassé 86,87. S'il m'avait exécuté, dommage qu'il ne m'a pas exécuté 21,50. Le DAX, il a lâché son 10. Là, ça confirme. Donc là, on arrive sur la fin des volumes. Voilà. Donc là, ça y est, on est sorti Voilà, je voulais vendre 21,50 pour jouer cette cassure, justement. Voilà. Et là, on va voir le DAX, il chute, là. Ouais. Et là, on a le Boon qui lâche 86,87. Donc là, maintenant, c'est d'identifier où se trouve le... Donc là, à 20, on voit que l'acheteur absorbe. Il n'en a fait que 88 à... Il a fait 66 lots. On va le mettre là pour ne pas se faire taper notre stop. Oh, le DAX. Le DAX, il est parti avant. Donc là, il y a un gros volume à 19,50. DAX, il a fait une correction. Ah, dommage. Pas de bol. Je les flatte. Donc là, je sors flat. Donc là, dès que j'ai vu le gros volume, 3700 lots, ici. Je me porte à l'achat à 19,50 sur ce gros volume. Voilà. J'ai mis mon stop de protection à 3 ticks en dessous. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours qu'ils font qu'acheter. Aujourd'hui, là, ça y est, c'est aujourd'hui la chute. Voilà, ça rachète à 19,25. Je vais essayer de sortir à 19,50 pour rentrer à 19,25. Donc là, j'ai essayé de sortir à 19,50 pour le reprendre à 19,25 pour avoir un meilleur prix. L'acheteur est toujours là à 19,50. Mais si je peux avoir un meilleur prix, voilà. Donc j'ai mis un stop en dessous. But the main takeaway from this being that if Donald Trump wants to gain concessions from China, then China are implying they're in it for the long run and he'll have to wait. Donc j'ai mis une sortie à 19,75. Donc j'avais un tick de gain, mais je ne les ai pas pris parce que
Je pense qu'il y avait les 2 ticks à prendre. DAX, il est parti en ligne droite. Ouais. Là, il y a un gros vendeur à 19,50 qui laisse pas passer le marché. Ouais, il laisse pas, dès que ça revient à 19,50, il rajoute. On peut le voir qu'il y a 7500 volumes, 7500 lots exécutés à 19,50. C'est vraiment là que ça se passe. Je vais essayer de sortir 19,25 pour rentrer à 19. Ah, j'ai bien fait de l'enlever. Bon. Donc là, j'ai payé le DAX. Le DAX, il est sacrément parti en plus. Là, si 50 il lâche le DAX, possiblement il peut remonter jusqu'à 55, 56. Donc là, le risk reward, ce qui est bien avec le DAX, c'est que là, on a un risk reward où on prend 5-6 ticks de perte pour en gagner une vingtaine. Donc on laisse quand même un stop court, mais au premier bon trade sur le DAX, ça compense 5-6 ticks, 5-6 trades perdants. Donc un risk reward, c'est vraiment le top. And indications suggest the deal is almost covered. On a bien fait sortir sur le S&P parce qu'il s'écroule. Ah, ça va. Ouais. On va rentrer sur le DAX. Là, il y a des chances qu'il retourne premièrement sur les volumes à 52, ensuite 55, et après, si ça lâche, ça peut être très très haut. Par contre, il y a vraiment Pour l'instant, il y a une pression vendeuse. une grosse pression vendeuse. Pour le moment, en fait, on est dans une séquence où on met des stops courts et on attend le trade où on va rentrer. Donc la zone en fait qui bloque sur le S&P, elle est moins visible sur le DAX. Le graphique du DAX, il est chaud. Ouais. Et qu'au premier retour. Donc là, il y a eu un rejet à l'achat. Donc on est rentré 44,50. On rentre 40,45. On renforce la position. Ouais, donc on va plutôt aller sur le S&P en attendant une autre zone. Il y a vraiment un gros vendeur sur le DAX qu'on n'a pas sur le S&P. Là, il y avait 52 lots à 40 qui sont fait complètement bouffer. Là, il y a quand même pas mal de vendeurs. Alors que le S&P, il arrive à faire des bougies vertes, le DAX n'y arrive absolument pas. Là, on a retracé toute la hausse. Là, on a retracé toute la hausse. Regarde. On va rentrer.
Donc, je me mets sous le dernier gros volume, 297. Le Boon redescend, donc ça c'est un bon signe pour le marché action. Voilà, le DAX repart. Donc c'est dommage, je voulais acheter 43,50, il ne m'a pas exécuté. On va essayer de rentrer une deuxième jambe. C'est le short de S&P qui n'a pas été exécuté malheureusement. Ouais, le short S&P était pas mal, 21,50. En fait, ça se confirme, ça peut être target 55. Tarek et Nabil, Oui. Tarek et Nabil, si vous m'entendez, donc c'est Alain. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous tradez en réel ou en virtuel? J'ai la réponse, mais est-ce que vous la donnez? Ouais, en réel, ouais. En réel. Et pourquoi, à votre avis, pour moi, ça paraissait évident que c'était du réel, dans le sens où sinon on n'aurait pas pu voir les ordres s'exécuter. Ouais. Mais ok, et pendant que j'ai la parole, un petit instant, comme on a eu des petits cafouillages techniques au début, donc Pascal Hirtz, donc qui est le H de WH Self-Invest, fera bénéficier à toutes les personnes qui le souhaitent de 10% de remise à vie sur nos commissions sur Futur pour toute personne qui ouvrirait donc un compte d'ici le 30 novembre. Donc je rappellerai cette offre par email à toutes les personnes qui ont reçu le lien. Donc il suffira pour les personnes intéressées qu'elles me répondent à mon email. Voilà pour les petits flashs de pub et pour nous excuser encore du petit cafouillage technique du début. Donc là, en fait, on a accumulé des petits trades, et puis là, on a pris un gros trade. Donc là, on prenait à chaque fois 3-4 ticks de perte, et là, on fait 42, 52, on fait 20 ticks. Ça a sacrément baissé, parce qu'on peut le voir, il allait chercher les targets et il a retracé aussi sec. Et à l'inverse, le S&P lui continue de monter. Le DAX, il a plus de mal à... Encore un petit mot, si je peux me permettre. Est-ce que donc vous n'êtes pas exclusivement sur le carnet d'ordre, vos prises de décision, est-ce que vous basez un petit peu sur le graphique aussi, ou est-ce que c'est vraiment uniquement à la vue du volume profile sur le carnet d'ordre quelque part que vous prenez vos décisions? On a nos graphiques en fait qui sont... On ne les voit pas parce qu'on a plusieurs écrans dans la salle des marchés. Et donc on a nos graphiques forcément toujours. Ça nous permet, comme j'ai dit tout à l'heure, de sélectionner bien les trades. Et en fait, après, on les confirme au carnet d'ordre. Donc, mais nous, le graphique, ça nous aide beaucoup déjà pour voir comment les marchés réagissent, pour avoir une vue long terme, court terme. Et ça nous aide beaucoup à nous positionner. Mais vraiment, par contre, ce qui va faire la différence, c'est que si on a un super point acheteur sur le graphique parce que tout concorde et qu'au carnet, on voit des vendeurs, et ben on ne va pas rentrer. Donc c'est vraiment ça, c'est la dernière décision, c'est le dernier verrou, c'est le carnet d'ordre. Donc tous nos verrous, ça va être les news, la macroéconomie, la vue des graphiques, support, résistance, etc. Est-ce qu'il y a un canal baissier, tout ça. Ensuite, par contre, si le carnet ne nous montre pas un signal fort d'achat, on rentre pas. Donc on va pas ça veut dire que nous, on va pas se dire ah le graphique nous met ça acheteur, bam, on rentre aveuglément. Non, justement parce que le carnet d'ordre, il rentre dans la bougie. Et on peut voir vraiment le marché, l'échange de flux entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est ça qui fait la différence. Là, par exemple, là, quand on est sorti à 53,50, le marché n'arrivait pas à aller au-delà de 53,50, donc on sort. On travaille beaucoup le tempo du marché et c'est ça qui est important pour nous. D'accord, merci pour toutes ces questions. Les graphes, on s'en sert pour les supports et les résistances. Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a une culture graphique et des choses et pas forcément une culture du carnet d'ordre parce que pour tout un chacun, j'imagine
que c'est des chiffres qui bougent et on a du mal à se rendre compte de ce qu'on peut véritablement percevoir, hormis les gens peut-être qui s'intéressent à tout ce qui est market profile, volume profile, où on devine effectivement ces volumes. Et là, je suppose que dans la plateforme Atas, donc, quels sont les plus de la plateforme Atas par rapport à un autre Voilà, au niveau de la fonctionnalité, pour placer un ordre, pour mettre un stop loss, visualiser les quantités par prix, les ordres à l'achat et à la vente. Ça, c'est vraiment un plus. Ils ont rajouté plein de choses, ils ont rajouté le market profile, donc il y a volume profile, market profile sur les graphiques. Ils ont rajouté beaucoup d'outils pour voir les lots qui s'accumulent, les lots qui se retirent par prix. C'est vrai qu'elle est en constante évolution. Ils sont assez flexibles, c'est-à-dire que quand on a des remarques à leur faire, ils peuvent le développer. Donc ça nous aide beaucoup. Et sur les colonnes buy et sell que l'on a tout à droite des dômes là, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire un reset, je présume, pour à partir de l'instant où vous arrivez, vous mettez ça à 0 et vous visualisez donc les volumes qui se fait. Ce qui fait que là, typiquement, si là, sur on sait ce qui se passe à l'instant présent. On voit les échanges entre les flux market vendeurs et les flux market acheteurs. Donc là, vous avez fait. Est-ce que la pression elle vient d'un côté ou de l'autre? Là, vous avez fait reset sur le DAX et reset sur le SP. Et maintenant, on voit les prix, les chiffres qui s'ajoutent. C'est des nouveaux prix qui sont imprimés. Et les cases qui sont vides, c'est des prix qui n'ont pas été imprimés depuis que vous avez fait le reset. Voilà. Exactement. D'accord. On peut voir c'est un peu comme les single print, les trucs comme ça. Parfois, on peut voir les zones où ils vont payer d'un coup et il n'y aura personne en face. Et ça peut nous donner vraiment une information sur la force des vendeurs ou des acheteurs. Donc, en fin de compte, buy et sell, c'est l'accumulation des footprints quelque part. Buy et sell, market, oui, voilà, exactement. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Parce que je pense qu'il faut donner un peu de. Quel flux ils ont? Nous, on est sur. En fait, ça dépend des personnes. En général, on choisit plusieurs flux. Ça peut être CTS, ça peut être CQG. Maintenant, on trade aussi avec une autre plateforme qui est assez récente et Tradovate. Donc, il y a plusieurs flux différents et nous, on ne choisit, enfin, on laisse le choix aux personnes dans notre salle de marché de choisir le leur. Donc, ça peut être. Moi, je conseille souvent CQG ou rythmique est pas mal aussi. C'est au choix de chacun de voir le flux qui les importe parce que chaque flux n'a pas le même prix. Voilà, donc juste une petite parenthèse rapide. Du moment que vous acceptez de travailler avec le flux CQG, vous pouvez connecter chez Selfinvest toutes les plateformes quelque part, pas uniquement notre NanoTrader. Atas, on peut la connecter. Bookmap, pour ceux qui connaissent la plateforme, on peut la connecter aussi. Enfin, toutes les plateformes qui acceptent le flux, Sierra Charts, Multicharts, etc. Donc, ça ouvre un large panel de plateformes. On n'est pas du tout fermé sur une seule plateforme, même si effectivement, on fait beaucoup de développement sur notre NanoTrader. Si vous souhaitez travailler avec votre plateforme et qu'elle peut être connectée via CQG, vous pourrez tout à fait passer vos ordres chez Selfinvest. Après, c'est vrai, nous, on utilise Atas, mais une autre plateforme qu'on a ici, c'est Tradovate, mais c'est toujours le même, c'est toujours le même principe. Il y a un prix. Pour répondre à cette question, le plus important, c'est d'avoir un prix, quantité à l'achat, à la vente, et les volumes exécutés par prix. Donc, il faut avoir ces informations-là. Après, la possibilité de mettre un stop loss très rapidement, mais c'est des fonctionnalités basiques. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'algo, il n'y a pas de programmation ou autre. Le plus important, c'est d'avoir ces informations qu'on recherche. Où se trouve, où bloque le marché à l'achat, où bloque le marché à la vente. Et c'est essentiellement ces informations-là qu'on va chercher. Ok, alors je vois une question qui m'est plutôt certainement concernée. Est-ce qu'on peut mettre ProRealTime sur WHS? Alors, plus aujourd'hui, ça a été possible dans le passé. On avait ProRealTime comme plateforme sur les futurs, mais ceux qui s'intéressent à ProRealTime, ils doivent savoir que ProRealTime travaille avec Interactive Broker en direct sur les futurs. Donc, nous avons choisi de travailler avec un autre prestataire sur les futurs et le flux CQG. Donc là, voilà, l'offre IB ne nous
correspondait plus. Donc aujourd'hui, on ne peut plus connecter ProRealTime, mais c'est avant tout sur un choix stratégique chez ProRealTime et un choix également technique chez Selfinvest. Voilà pourquoi on ne peut pas le faire. Alors là, pour revenir sur le marché, on peut voir que le S&P il a fait une correction, mais qu'il n'arrive pas à passer les 21. On revient sur le 21 qui faisait office de support, je ne sais pas si vous vous souvenez. On voit c'est les deux plus gros volumes, 20,75 et 21, avec 12 300 lots et 11 921 lots. Donc on est revenu sur les gros volumes. Souvent les marchés sont attirés sur ces gros volumes. C'est les zones où les acheteurs et les vendeurs ils sont assez d'accord sur le prix. Et donc souvent c'est les prix qui vont s'échanger un long moment. Donc là on peut voir que le 20,75, 3175, il est devenu bleu ciel. Ça veut dire que c'est le VPOC. Ça veut dire que c'est le point, c'est le prix où aujourd'hui il y a le plus de volume. C'est souvent un prix où le marché va être attiré dessus, donc vers avec les acheteurs si c'est en bas et avec les vendeurs si c'est en haut, parce que c'est là où les acheteurs et les vendeurs ils sont en accord sur le prix. Donc là on peut voir c'était sur deux prix. Donc si par exemple vous dites moi je voulais acheter 20,50, votre target ça peut être le POC qui se trouve en l'occurrence ici à 20,75. La prochaine zone de gros volume, c'est à 23,75, là où ça bloquait tout à l'heure. De toute façon, c'est des zones où ça bloque à chaque fois. Donc si ça passe, potentiellement, c'est pour aller voir les 23,75. Après, il ne faut pas oublier que dans 9 minutes, il y a une grosse statistique sur le pétrole, les stocks de pétrole brut. Donc ça, c'est assez costaud. Donc en ce moment, sur les marchés, il y a ce qu'on appelle le V-shape. C'est un algorithme en fait qui fait baisser le marché fortement et qui le fait remonter par la suite. C'est souvent sur le marché américain, mais aussi sur la séance européenne. Donc le V-shape, dans le V-shape, c'est la forme. C'est-à-dire qu'il vend massivement, il fait baisser le marché, il fait remonter le marché au même niveau qu'il est parti. C'est ce qu'on a eu hier sur le marché américain, on l'a souvent. Et là, ils l'ont fait en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils ont payé toute la matinée pour faire descendre le marché ensuite. Donc, ce qui est problématique, c'est dans ce type de séquence de marché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de retours. On est dans deux phases de marché, une phase haussière, une phase baissière. Il n'y a pas de zone de range établie où on peut faire du scalping. Donc, c'est vraiment d'identifier où sont les acheteurs et les vendeurs. Donc, sur le DAX ici, quand on sort la position là, ce vendeur-là, il est encore ici. Et l'acheteur ici, il a rejeté une fois. Donc là, on a un vendeur là et on a un acheteur là. Et ça, c'est ce qu'on va essayer maintenant de travailler. Donc la zone de 53,5 sur le DAX et la zone de 40,5 sur le DAX. Donc ici, ce dernier gros volume et là, ce volume-là. Donc on est dans un range ici. Soit on va poursuivre dans ce range-là, donc il faut essayer de vendre là ou acheter là, soit jouer le breakout, donc vendre ici et acheter là. Donc le marché a essayé de repartir à la hausse. Il a buté sur le niveau, sur ce volume-là. C'était l'ancien support qui a fait office de résistance ensuite. Alors on a vu que le S&P il a complètement buté sur les le Dow Jones a ouvert. Alors il y a une question, le Dow Jones a ouvert sur les plus hauts d'avant-hier. Là, on a été typiquement dans un comblement de gap. Les marchés américains, les Américains, c'est pas des idiots. Ça ouvre avec plus 0,4%. Ils en profitent pour vendre. Il faut savoir que le VIX, il est sur les plus bas, sur la zone des 12. Et à chaque fois qu'on atteint ces niveaux-là, il y a toujours eu des salles de vente. Donc, je ne suis pas trop étonné de ce mouvement baissier. Après, on est vraiment dans un marché où il y a vraiment des gros flux acheteurs tous les jours, à chaque baisse. Hier, on l'a vu quand la Chine a annoncé qu'ils étaient pessimistes sur l'accord entre les États-Unis et la Chine. Le marché s'est effondré et tout de suite, un acheteur a repris la main à partir de 16h30 pour aller chercher des plus hauts. Donc, on se méfie des mouvements baissiers en ce moment parce qu'il y a toujours un acheteur qui vient recoller les plus hauts. Donc, on essaie de se faire à cette nouvelle psychologie du marché où on a un acheteur qui achète toutes les news, bonnes ou mauvaises,
Alors qu'autrefois, enfin, il y a encore quelques mois, on essayait de vendre les retours dans des tendances baissières. Là, le problème, c'est que avec cet acheteur qui paye tous les jours, on est obligé, malgré nous, d'essayer d'aller avec lui et d'essayer de trouver des points à l'achat. Donc là, par exemple, ici, il y a une accumulation de volume. Donc, est-ce que ce niveau-là va faire office de support? On va arriver sur le 40 sur le DAX. Donc, on va essayer de payer cette zone-là et de payer cette zone-là. On voit que le Boon n'a pas réussi à casser la résistance à 87. Donc, on a une résistance à 87. Tant que ce niveau-là n'est pas cassé, on va essayer de trouver des zones d'intervention à l'achat. Donc, par rapport à tout ce que vous disiez, vous n'avez pas de dogme en quelque sorte. Je veux dire, en ce moment, vous interprétez des news entre les accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Et si demain, on se met à avoir un autre comportement de marché parce qu'il y aurait de nouveau des spéculations, pourquoi pas sur le Brexit ou autre, vous adaptez vos comportements de marché Exactement. par rapport au marché. Enfin, vous essayez de rentrer en synergie avec le marché sans, voilà, peu importe comment On il se se cale comporte. au comportement des intervenants. Vraiment comme les traders à la criée le faisaient. Si le marché, il y a un opérateur, on ne sait pas pour quelle raison il achète toutes les news, bah, on va faire la même chose. Donc là, le 19,50, on a rebondi sur le 42 DAX. Dommage, il ne m'a pas exécuté à 19,50. On est presque en train de faire un autre VPOC là sur le S&P. Ouais. Alors on voit que ça accumule pas mal dans cette zone là, 19, 21, 75. Donc si ça sort par contre si ça sort de là, ça va se casser la figure parce qu'en plus il y a le plus bas. Par contre ça peut rechercher le 20, 75. Aujourd'hui. Si par exemple le marché remonte, je rachèterais 19,75 pour doubler ma position. Là, le vendeur a tout de suite revendu 19,25. Donc, on peut voir qu'il recharge à chaque fois. Il recharge à chaque fois, donc je pense que là, il va me chercher mon stop. Il vend de plus en plus à 18,75 là. Donc là, le DAX, il a lâché, le 40 a lâché sur le DAX aussi. Ouais. Là, potentiellement, ça va chercher les plus bas. Alors, il recharge à l'achat. Il recharge difficilement à l'achat, mais il recharge. DAX, il a fait un fake break, c'est-à-dire qu'il a pété le 40, il est revenu assez rapidement dessus. Ouais, j'ai acheté parce qu'il y a un fake break, donc une fausse sortie. Donc là, je suis rentré 2 fois. Voilà. Donc je double toujours ma position quand je gagne. Comme tu le disais, Alain, il a fait un nouveau POC à 19,75 et c'est là où Tarek a choisi de sortir. Parce que c'est trop indécis à ce niveau-là, on ne peut pas prévoir s'il le pète ou pas. On ne prend pas le risque, on prend notre gain. Le marché a du mal à repartir à la hausse. Chaque fois qu'il remonte, hop, il redescend. Donc on va traiter cette zone ici à l'achat en prenant des 1 point, 2 points, 3 points. Quelqu'un qui nous dit que 3119,50 sur le S&P, c'est le pivot daily. Bon, ça ne m'étonne pas. On voit que là, ça devient un point assez là, important. c'est le plus gros volume. Hein. Ici, on voit les volumes traités. Donc là, c'est clairement shorter ici, c'est un peu suicidaire.
C'est dommage j'aurais peut-être dû garder celui-là. J'aurais peut-être dû garder la moitié, mais je pensais qu'on allait travailler la zone un peu plus longtemps. Donc sortir, revenir par là, voilà. Donc là, il a fait un truc assez classique, il allait chasser des stops. Et bah, d'ailleurs, Fed Williams does not change the calculus on monetary policy. It says focus on repo stresses is what is making banks wanting to hold such a level of reserves. It does appear to be focused within the US banking sector here. Williams also says over the coming months, the Fed has to make sure it is not overreacting to individual data points, and says if inflation were to move in the wrong direction on a sustained basis, that could cause the Fed. Donc là, c'est un des membres de la Fed qui prévient les marchés que qui dit est-ce que les opérateurs de marché sont pas en train de se tromper de sens That's when the Monetary Policy Fund, Williams said, if inflation were to move in the wrong direction on a sustained basis, that could cause. Là, ça veut dire que les opérateurs pensent qu'ils vont baisser les taux alors que l'emploi est très bon. Donc, un des membres de la Fed prévient que faut pas non plus attendre à ce que, comme voulait Trump hier, des taux négatifs, le marché de l'emploi se porte très très bien. Donc là, il a un peu douché. Là, la bougie qu'on a eue, c'est la dernière bougie, c'est sur le commentaire d'un des membres de la Fed, qui prévient clairement que les politiques ultra accommodantes aux États-Unis, fallait peut-être pas partir du principe que c'était acquis, vu les très bons chiffres de l'emploi américain. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés. Donc là, sur cette news-là, si ça remonte, peut-être qu'on va essayer de shorter cette news. Parce que là, clairement, ils ont douché tous les espoirs de baisse de taux, peut-être en décembre et pour 2020. Donc c'est ce qui a créé la vente, la dernière vente là qu'on a pu voir à partir de 20, à partir de 20,50. Donc là, si on vend, on va attendre que ça revienne sur la zone sur cette zone là de volume. Donc ce qu'on disait, il y a un opérateur qui paye toutes les news. Et en plus, il a plutôt tendance à payer, comme hier, il a payé comme un acharné quand ils ont annoncé que la Chine était pessimiste sur l'accord. Ce matin, on a eu un achat market quand la Chine annonçait que sa situation économique se dégradait. Parce qu'en fait, il prend toute la liquidité du marché. Quand tout le monde veut se mettre short, lui, il arrive et il achète et il fait couper tous les shorts. Donc, c'est vrai qu'il est très agressif à l'achat quand il y a des news qui vont dans le sens d'une vente actuellement. Après, la news qu'on vient d'avoir à l'instant, c'est pour les asset managers, pour les PIMCO, les BlackRock et autres, je pense que ça va changer quand même pas mal la donne pour leur prise de position dans les prochaines semaines. S'il n'y a plus de baisse de taux, je pense que les marchés ont beaucoup monté ces dernières semaines et ces derniers mois sur une politique très accommodante. Il suffirait qu'on enlève cette politique accommodante pour que les marchés n'arrivent plus à trouver les flux qui alimentent la hausse. Alors, ce qui m'interpelle un tout petit peu, c'est que tu personnifies tel ou tel opérateur ou tel type de comportement. Est-ce que vous trouvez d'une journée à l'autre des comportements tout à fait similaires pour arriver à personnifier les gens, à personnifier les opérateurs, ou alors est-ce que vous avez d'autres informations qui vous permettent de dire c'est un tel ou un tel? Non, c'est à force de les voir dans la salle. Dès qu'on dit il y a V-Shape, on sait qu'il va short squeezer le marché et là on essaie de rentrer avec lui. Il fait toujours la même chose. Soit il va exploser le marché à l'open et puis après il va remonter jusqu'à la clôture,
ou soit comme aujourd'hui, il va exploser le marché à la hausse, et puis après, il va faire baisser le marché. Je suis à la limite de dire qu'on va avoir un cas comme on a eu avec Morgan Stanley, avec la dette française, avec Crédit Suisse, avec l'algorithme Satan. On va avoir à un moment une plainte parce qu'il y a un opérateur qui fait le joujou toute la journée. Nous, on en profite parce que quand on le voit, on se met avec lui. Mais je vais pas, enfin, je pourrais dire que c'est de la manip de marché, mais je ne voudrais pas qu'après je me prenne un procès ou quoi que ce soit. Mais on voit quand même qu'il y a des gros, enfin, surtout quand ils achètent, on voit bien que c'est une machine. Ça achète, c'est une ligne droite. Si c'était tous les opérateurs du monde entier qui achètent, ce serait pas un constant la hausse. Là, c'est vraiment très 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 constant et on pourrait prendre une règle et puis suivre toute la hausse. Donc ça veut dire que c'est un algorithme qui achète de façon mécanique. Alors que normalement, si tous les intervenants qui traitent un marché achètent et vendent, ben, le graphique qui va montrer ce mouvement-là, il doit pas être uniforme et d'un trait. Ok, merci pour toutes ces précisions. Donc là, on revient sur le gros volume. Qu'on a du mal de déborder. À 19,50, il marche bien. Hein. Le problème, c'est que là, tu vois, il commence à faire à acheter. Ouais. À maintenir le marché, là, c'est compliqué s'il fait ça. On va voir si le 40 sur le DAX, il tient. C'est un gros niveau depuis tout à l'heure. 40 depuis tout à l'heure, c'est un niveau qui tient. Hein. Là, il a de plus en plus de mal à monter. Donc, on peut le voir sur le graphique du DAX. Les hauts, ils sont de plus en plus bas. Potentiellement, ça peut compresser et lâcher complètement. Ah mince. Le 40, c'est celui que je voulais avoir à l'achat. Ah, il est parti sans moi. C'est la fameuse chanson. Ouais, Elsa. La fameuse chanson d'Elsa est partie sans moi. Le 40, c'est vraiment un niveau de prix. Ah, bah, il me l'a donné. Genre, ce trade, il n'a pas duré longtemps. Là, ils ont l'air décidés à le breaker. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme tout à l'heure, un fake break pour aller chercher quelques stops et ensuite réintégrer le range? On le repérera. S'il repasse au-dessus de 40, on le repérera. Ah, là, ils vendent. De la même manière, le S&P il est retourné sur son niveau à 19. 18,75-19, la fin des volumes. Ah mince. Donc on a l'acheteur à 19 alors qu'on a un vendeur sur le DAX. Et les volumes du DAX qui sont nettement inférieurs au volume du S&P, même. C'est plus compliqué à observer en fait. Oui, j'imagine. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite de liquidité pour scalper? Une liquidité sous la liquidité. Nous, on va faire attention à la liquidité parce que de toute manière, si le marché n'est pas liquide, on ne rentre pas. Nous, il nous faut de la contrepartie. Donc là, forcément, c'est la session américaine, il y a tout le temps de la liquidité, ça passe. Mais là, c'est hyper liquide. Et justement, quand c'est trop liquide, volatile, là, on va faire attention. On va faire attention à ne pas trop connaître notre stop parce que s'il y a trop de monde sur les marchés, ça peut faire des forts mouvements, aller chercher les stops assez loin. Donc voilà, mais les DAX, le Stoxx, là, le Boon en ce moment, c'est un peu compliqué, mais le DAX, le Stoxx, le S&P, le Nasdaq, en théorie, on n'a pas de problème de liquidité là-dessus. C'est assez costaud. D'accord. Okay. Donc là, on peut voir que le S&P, il est retourné sur son VPOC. Potentiellement, si ça lâche, ça peut retourner sur les 21. On peut voir que le DAX, il a du mal à réintégrer au-dessus de 40. Donc là, j'ai payé 19,50, 19,75. Et là, si on réintègre le volume, ça peut remonter. Donc j'ai remonté le stop. Donc là, on mise sur le fait que l'acheteur revienne. L'acheteur qui, depuis tout à l'heure. Non, on l'appelle l'idiot dans la salle. L'idiot, il va sortir le chéquier. Donc là, le DAX, il a réintégré. Il est repassé au-dessus des 40. Donc ce que Tariq disait, c'est qu'il allait acheter au-dessus de 40. Mais en fait, il s'est mis, au lieu de l'acheter sur le DAX, il l'a acheté sur le S&P. Ce qui est sensiblement pareil. Voilà. Bon, là, il est repassé en dessous, mais il a retracé trop vite. So just for those keeping an eye on the Brazilian real, Brazil's central bank chief Campos Neto says transfer of rights oil auction has weighed on the real.
Donc là, j'ai It's not flatté. as well as expected. So nothing too new here. Ah non, j'ai pris un tick et là, j'ai pris un tick. J'ai l'impression que notre acheteur, il est moins performant. Il est moins performant aujourd'hui. L'acheteur qui achète sur tous les prix et qui fait remonter. Et à chaque fois qu'on revient sur la zone des 20, sur le S&P, ici, voilà. Là ça bloque. Donc on est dans un range en fait, ici et ici. Donc là je joue le breakout et une forte hausse. Si je vois que ça bloque, je sors. Et sur le 40, c'est pareil. À chaque fois, le marché arrive à 40. Il a un peu fait pullback, quoi. Voilà. Donc là, est-ce que c'est pas une zone pour vendre le 40? Support qui est passé résistance. Donc on garde un œil sur 40 pour voir si ça réintègre ou pas. Et là, par exemple, le Boon, la news qui est tombée, en fait, c'est négatif pour le Boon parce que le marché obligataire avait pricé en fait des baisses de taux. Et là, le membre de la Fed a annoncé que les marchés sont trop optimistes. Et donc là, on a une baisse des obligations. Donc le taux obligataire remonte. Donc ça fait descendre le Boon. Tu vois, déjà, en une semaine, tu passes de 0 à 10, ça se Donc la zone de 40, c'était, elle faisait office de support. Là, ça aurait été une zone de résistance. Donc en fait, nous, on marche vraiment par séquence de prix. Elle a tourné à 40 le DAX et comme on disait, c'était potentiellement un pullback. Donc c'est support qui a lâché, qui devient résistance. Donc là, on va voir si ça confirme et si ça pète les plus bas à 30 au niveau du bas. Ils retournent vers le plus bas, c'est pas franc. Donc là, la news qui est tombée avec le membre de la Fed, j'essaie de trouver un point pour shorter le Boon. Parce que s'il est dommage. J'aurais bien aimé un retour pour pouvoir shorter le Boon. Donc là, on revient sur le gros volume. On voit que le marché américain, lui, il résiste plutôt bien. Donc, on va peut-être essayer de retenter cette zone-là à l'achat. Cette zone de les 21 000, les 19 000 lots. Donc là, je ne sais pas si pour ceux qui font des charts, si ça correspond à quelque chose dans votre chart, mais ce niveau 1950, 1975, les 21 000 et les 19 300, il y a un acheteur qui bloque le prix. Alors là, on va voir comment ça va réagir. Si ce support il lâche, par contre, c'est donc là, on va voir. S'il lâche, ça peut aller très très vite. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de voir où sont les supports et de mettre des stops en adéquation avec la zone de support. C'est-à-dire qu'on sait que si on achète cette zone-là et si on stoppe, ce sera par là. Et si ça remonte, ça peut aller beaucoup plus haut. Donc là, j'achète 19,25, j'achèterai 19,50 ou 19,75 si l'acheteur, si notre fameux acheteur idiot revient. Donc à chaque fois, c'est essayer d'accumuler quand ça va bien
de couper court quand ça va mal. Et aucun état d'âme, et aucun dogme, et aucune. Voilà. On ne se bat pas contre le marché, on suit le marché en quelque sorte. Ah non, parce que c'est un algorithme en fait, donc on peut pas se battre contre lui. Justement, c'est ce qui nous pousse à faire. En coupant pas, je vais le mettre juste en dessous. Le DAX il est parti. Ouais. Il a fait une nouvelle mèche. Là, je vais essayer de sortir 18,75. Qui recharge en plus. Hein. S'il peut me sortir avec 2 ticks de perte, je serais pas malheureux. Ça ferait plus beaucoup, le DAX il chute. Voilà. Ah, super. Le DAX chute, on est passé en dessous de mon volume, je préfère stopper avant que de prendre mes 4 ticks. Pourtant, on a un support, hein, on a clairement un acheteur, mais quand je vois le DAX chuter autant, je me dis qu'à un moment, le S&P, alors qu'on voit bien hein, qu'il y a l'acheteur qui bloque ici. Et comme disait Nabil, je mets un stop, mais c'est pas parce que j'ai mis mon stop que je vais. Si je vois que la pause se passe mal, je préfère la sortir et reprendre un autre trade. En tout cas, le mouvement du DAX d'aujourd'hui, il est impressionnant. C'est-à-dire on était à presque 1,60%, et là on va pratiquement être flat. Donc là, on a un vrai retournement de marché. C'est ce qu'on disait. Là, il y a un graphique qui est parlant. C'est ça. Ce mouvement-là et ces descentes-là, c'est le même opérateur. Ce mouvement de baisse et cette hausse, c'est la même chose. Ces mouvements de hausse et ces descentes-là, en fait, on a ça, ces mouvements de descente et après ces retours. On a ça tous les jours. C'est le V-shape. Le DAX, il a complètement craqué. Ouais. Just an energy update. TC Energy, TRP, Executive Vice President has stated they're on track to meeting the in-service date for the Coastal GasLink pipeline. Ouais, mais là, je pense que les marchés, ils viennent de comprendre que la baisse des taux, c'était terminé. Et tout à l'heure, on faisait un point avec tous les traders de la salle et je leur disais, le VIX, il est au plus bas. Et chaque fois qu'il a été 7 jours à ce niveau-là, le marché s'est effondré. L'indice de la peur. Vous avez vu l'indice de la peur? Ça n'a pas manqué. Hein. Donc là, clairement, les marchés, ils se sont complètement retournés. Just further on the Keystone Oil Pipeline, TC Energy do state the cause of the leak on the pipeline. Donc là maintenant, quand on fait du scalping, là c'est d'attendre une zone de prix parce que là il n'y a plus de contrepartie là. Là il n'y a plus de contrepartie. Là il n'y a plus de contrepartie. On a 15,50. Complètement craqué. 15,50 c'était un niveau d'hier. Plus d'acheteurs. Ah, ils reviennent. Il n'y a pas eu beaucoup de volume à 15,25, ce qui est un peu positif, mais ça revient fort. Ah, j'ai mis un stop, mais vraiment, vraiment super court. Parce que là, si ça rebondit, c'est un gros niveau, c'est le niveau de hier qui avait bien tenu. Je mets un stop très très court. On va voir. Dax, il a fait une bougie. Là, il y avait un gros volume, 3000. Et la première bougie verte sur le DAX, qui est un peu positif. Allez.
Alors j'en sors un. Je retire le stop. Là, le gros volume 4006, à mon avis, là, il va y avoir un acheteur. Voilà. Voilà. Allez. Ah, il y a un gros flux vendeur. Ce qu'il a vendu sur le DAX. Ah, le DAX, j'ai sorti la moitié, j'ai gardé l'autre moitié, j'ai mis un stop ici. S'il fait un nouveau plus bas. On voit que le DAX, il veut tester la figure. Là, il commence à avoir des acheteurs à 0,3. C'est léger. Hein. Ou non, il est en train de se défoncer à 30 lots à 0,1. Alors si ça tient ou pas. Donc là, j'ai mis le flat pour essayer de sortir à 15,75. Mais là, il y a quand même un gros volume hein, qui s'accumule à... S'il me sort ici, je vais rentrer à 15,50. J'aurais bien aimé sortir à 15,75 et reprendre un achat en dessous ici, 15,25 ou 15,50. Sinon, c'est dommage. Je voulais sortir à 15,75. Donc j'ai gagné 2 ticks sur un trade et là j'en ai perdu 4 sur l'autre. Mais s'il m'avait exécuté 15,75, ça aurait été parfait. Ils sont en train de lâcher la figure là sur le DAX. Clairement, la news qu'il n'y aurait pas de baisse de taux, ça c'était le carburant qui faisait monter les marchés. Hein. Après, c'est vrai qu'ils n'ont pas trop réagi sur le coup. Donc là, on a un marché qui s'effondre. Donc là, c'est là qu'on voit l'importance d'avoir des stops. Hein, et de respecter ces stops. Je crois que la news qu'il n'y aurait pas de baisse de taux, là, c'est la douche froide pour les marchés. Et sinon, une question propre au trading, est-ce qu'il y a un intérêt à être plusieurs ensemble pour trader? J'imagine que vous avez des personnes, vous avez dit dans la salle, qui tradent ensemble. Est-ce que c'est mieux d'être à plusieurs, d'être comme si on allait au boulot, dire on va trader, ou trader chez soi tout seul derrière son écran? À plusieurs, c'est toujours plus facile. C'est plus facile, mais il n'y a pas un risque de... Il n'y a pas un risque de faire les bêtises du copain, quoi, quelque part, non? Non, c'est l'inverse. D'accord. C'est plutôt l'inverse, en fait, qu'on va chercher. C'est justement essayer de voir tout ce qui se fait de bien chez le voisin. En l'occurrence, nous, dans la salle, il y en a qui sont plus expérimentés que d'autres. Donc là, on a un iceberg qui a accumulé 4000 lots à 13,75. Donc là, il y a un acheteur qui bloque le marché. Donc là, si ça rebondit, ce sera à partir de 13,75. Vous voyez comment il achète là? Là, il est en train de bloquer le marché, il absorbe. Quand tous les vendeurs vont voir qu'il y a un acheteur, ici, tout le monde va s'enlever, ça va remonter. Hop, déjà à 14. Donc je me mets, voilà, là tout le monde s'enlève. Et là, ça monte. Donc là, je remonte mon stop. Il a du mal, hein. Il a du mal à monter. Hein. Et ça peut vous arriver d'accompagner le marché en termes de record de ticks. Le trade qui a fait le plus de ticks, c'est combien? La semaine dernière, j'en ai fait un à 100 et quelques ticks. Qui a duré combien de temps? 1 heure. D'accord. Mais c'était sur la news, c'était sur cette même news. À 20 h, ils annoncent qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Et je l'ai fait sur le Nasdaq. Donc là, j'ai acheté 13,75, 14. Voilà. On va sortir par là. On va en sortir et on va garder le reste. Quand je vous avais dit qu'à 13,75 ça absorbait, c'est exactement ça. Ce DAX, il a fait un retour à la figure.
pas voulu me sortir. Quand ça avance fort quand même. Hein. On va se contenter de ce tick-là. On a pris 3 sur l'autre. Celui-là, on en prend un. Voilà. Donc le 13,75, voilà. 13,75, on a sorti. On a bien sorti le 13,75. Le 14, je l'avais laissé pour le sortir plus haut. Mais voilà, à partir de. Par exemple, les fortes descentes, on arrive à voir où il y a des acheteurs grâce au volume ici. Donc là, quand le marché s'est effondré, on arrive à 13,75. Je vois qu'il y a 5000 lots qui s'accumulent à l'achat. Je rentre, je prends mes 4-5 ticks, je double la position, je sors et j'attends le prochain trade. Donc en fait, c'est une mécanique. Et là c'est une session où on avait un marché qui était one way. Donc c'est pas le plus simple pour faire du scalping, mais c'est là vous avez pu voir que même sur ce type de marché, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Vous avez vu, je suis rentré 13,75, je suis sorti 14 à 14,50. C'est Tech Money and Run. On rentre et on sort. On va pas pour le coup essayer de garder une position. Quel squawk box ils ont? Donc on a leur run squawk, c'est un flux d'information, c'est ce que vous entendez, c'est une question qui est posée. C'est le flux d'information qu'on a en direct qui nous permet de. Cette news-là, ça nous a permis d'avoir l'information que le marché pouvait dévisser. Et donc, c'est primordial. Ce qui est important, c'est de partager avec des personnes qui respectent des règles. Alain, quand tu posais la question, c'est sûr que si on met dans une salle que des traders qui ne sont pas disciplinés, qui n'ont aucune stratégie, là pour le coup c'est pas génial de passer du temps avec des personnes qui vont pas être disciplinées. Mais par contre, mutualiser un savoir-faire et des compétences et une discipline, c'est l'inverse. Une personne qui va pas discipliner, elle va être même mal à l'aise d'être entourée de personnes qui sont disciplinées, qui respectent leurs règles, qui préparent leur journée. Et donc une personne qui va intégrer la salle, elle va plutôt avoir tendance à être tirée par le haut que par le bas. Après, il faut voir dans la salle de qui elle est composée. C'est sûr que si c'est que des traders. Et ça peut compter combien de traders maxi dans la salle? Là, on est 25. Et tous, bien sûr, tous sur futur, mais tous. Tous sur le carnet d'ordre. D'accord. Donc, clairement, quand le marché descend, on regarde tous la même chose. Là, il y a un acheteur, là, il y a un vendeur. Quand il y a la news qui tombe, là, la news, elle est annoncée, mais l'information, elle est partagée. Donc, c'est toujours un plus. On va jamais louper une information. Si on n'est pas devant son écran, parce qu'on n'est pas tout le temps assis, des fois, on peut aller discuter avec une personne et qu'on ne voit pas quelque chose dans le marché, il y a toujours quelqu'un qui l'a vu. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui est positif. Après, il y a des juniors, donc eux, ils sont là pour apprendre, mais c'est plutôt au niveau de ceux qui sont un peu plus expérimentés que l'information circule. Il est revenu à 12,5 le marché. Tu te rappelles du 15,5 d'hier? Il y a des questions? Non, aucune. Alors, des questions. Votre salle de marché est située où? Donc, la salle de marché est située dans la Grande Arche de la Défense, dans l'immeuble de la Grande Arche, donc le cube au 6e étage. Qu'est-ce quoi la bougie du DAX, j'en ai pour parler. Ce qui est marrant, c'est que avant l'ouverture américaine, quand on a fait un débriefing, je montrais à tous les graduates le niveau du VIX qui était au plus bas. Et je leur disais à chaque fois qu'on a eu 7 journées sur ce niveau-là, les marchés décrochaient. Et ça n'a pas loupé. Les marchés ont décroché cet après-midi. À un moment, les marchés ne peuvent pas rester sur des plus hauts, alors qu'il y a quand même pas mal de mauvaises nouvelles qui tombent. Et là, cet après-midi, on a eu un vrai décrochage du marché.
Le live arrive à se terme. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut montrer qu'il y a Pédrian pour intéresser une telle salle. Je sais que vous êtes indépendant. Que pense-t-il du Bookmap? Bookmap, en fait, nous, on utilise les données du marché. Donc, alors c'est utile pour des personnes qui connaissent rien au carnet d'ordre, qui débutent, mais pour des personnes qui tradent au carnet d'ordre, c'est l'information, nous on l'a en brut, donc on va pas utiliser de Bookmap. Alors pour l'abonnement, pour la Squawk, oui, c'est une société anglaise, donc il y a un abonnement. De combien de temps de performance sur le carnet? C'est une bonne question. Au bout de combien de temps d'entraînement on devient performant avec le trading sur le dôme? C'est vraiment ça, c'est une question de temps en fait. Plus vous allez voir des séquences de marché, plus vous allez voir comment les acheteurs stoppent un prix, un support ou une résistance. Après, j'ai pas vraiment de durée. Il y en a qui, au bout de 2 mois, sont super performants. Il y en a, c'est 6 mois. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y en a pour qui c'est trop restrictif. Ils préfèrent garder des positions sur du long terme. Donc, je dirais qu'entre 2 et 6 mois, c'est vraiment le minimum. Le minimum. Alors là, juste sur cette session, c'est 425 pour Franck. Alors, je scalpe sur Jigsaw depuis un an, je me base surtout sur le niveau corrélation sur les années. J'ai une question, mais elle est un peu longue. On va terminer sur celle-là. Plus niveau de corrélation. Oui, bah, la corrélation, nous, on la regarde beaucoup entre le marché obligataire et le marché action. C'est vraiment un indicateur vraiment très important. Donc, je trouve que les particuliers, ils s'intéressent pas assez au marché obligataire et c'est le marché préféré des institutionnels. Donc, on sait ce que font les institutionnels en regardant le marché obligataire. Donc, c'est vraiment pour nous un marché qu'on privilégie et qu'on traite énormément. La dette allemande à 10 ans, c'est un marché qu'on traite beaucoup. Alors, si on va juste remettre les graphes, ça tienne, ça. Donc ça, c'est tous les trades qu'on a fait. Voilà. Donc là, vous voyez que on achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Là, on a vendu, là, on a acheté, on a coupé. Là, on a acheté, on est sorti. Là, on a acheté, on a coupé. Là, on a acheté, on a gagné. Et en fait, chaque fois, c'est on achète, on vend. Et sur le DAX, on achète, là, on coupe court. Ici, on vend parce que le marché avait stoppé. Là, on achète, on coupe très rapidement. Après, là, on a privilégié le marché américain que le DAX. Donc, l'objectif dans le trading en carnet d'ordre, c'est de traiter avec des stops courts, de mettre un lot et puis après de monter sa taille. La semaine dernière, pour ceux qui me suivent, quand les 18 000 euros que j'ai fait sur le Nasdaq, j'avais 25 Nasdaq. Donc sur la même news, ce qui était bien, c'était à 20h donc c'était la conférence de Monsieur Hacker. Ce qui est bien, c'est que c'est one way. Quand c'est le marché américain est seul sur une news comme celle-ci, là pour le coup, c'est pas parti direct, donc j'ai eu un petit doute. Mais la dernière fois, quand je vends 15 lots, après je rajoute 10 lots derrière, bah, ça a perdu plus de 100 ticks. Donc au début, ça sert à rien de mettre beaucoup de contrats. Vous commencez avec un contrat, 2 contrats, puis après vous mettez 4 contrats, 6 contrats, 8 contrats, 10 contrats. Et vous gardez la même façon de travailler. Donc à votre niveau, il faut démarrer avec des petites tailles.
Et puis après, vous augmentez votre taille graduellement. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne dans la salle de marché Crescendo Trading. Tous les gradués démarrent avec un stop loss à 500 €. Et ils ont 2 contrats. Et puis après, ils montent à 1000 € jour avec 4 contrats et ainsi de suite. Donc, et une petite question, est-ce que vous vous amusez, là vous avez montré le graphique avec toutes les prises de position, c'est très intéressant, mais est-ce que vous vous amusez à analyser après coup, après une séance de trading par exemple, tout ce graphique? C'est la base de la progression dans le trading. Pour vérifier si vos prises de position. Chaque trader doit faire un print screen de ses graphiques et mettre des annotations sur chaque trade. D'accord. Un journal de trading, ouais, d'accord, génial. C'est une très bonne question. J'en ai pas parlé, mais la progression dans le trading se fait uniquement avec l'analyse de ses trades. Donc, quelqu'un qui trade et puis qui éteint sa plateforme et qui revient le lendemain, bah, il n'a rien appris en fait. Donc systématiquement tous les soirs. Tous les soirs. D'accord. Ok. Tous les soirs, tous les traders de la salle font ce travail-là. Et le matin, il y a parfois un débriefing pour certaines personnes, ou le soir, on le met sur un rétroprojecteur. S'il y en a qui veulent expliquer soit leur trade gagnant, ou soit leur bonne journée, ou soit leur mauvaise journée, pour tous les traders de la salle, pour que ça serve d'exemple. Il y a une question sur... Oui, dis-moi. Une question dans le chat sur le fait, est-ce que le trading au carnet d'ordre, c'est toujours du contre-tendance? Moi, j'ai aussi une idée, mais non. Je te laisse répondre. Non, on peut être là. À un moment, je voulais me mettre vendeur sur le Nasdaq. J'ai pas été exécuté. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on était souvent contrariens, mais ce que je disais, c'est qu'en ce moment, on évite de shorter. Si par exemple la journée elle était haussière, si le live était dans une tendance haussière, on aurait acheté à chaque retour. Mais là, on évite de mettre des shorts parce qu'il y a toujours l'idiot qui vient acheter, qui short squeeze tout le monde. Donc, on préfère se mettre avec lui. Mais si la tendance était haussière, pour le coup, on aurait mis que des achats à chaque retour. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de sens. Mais avec la session américaine, pour le coup, on a identifié cette main acheteuse, donc on essaie de se mettre avec. Mais après, là, c'est vrai que sur cette session, on était quand même relativement contrariens. Et là, pour le reste de la séance, il y a peut-être intérêt à s'intéresser à une nouvelle distribution qui se fasse plutôt sur les niveaux où on a acheté. Là. Ouais. Là, on n'est pas à l'abri qu'ils retracent tout. Hein. Hier, ils l'ont fait. Donc là, on va attendre de voir. Ils le font souvent après la clôture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de voir est-ce qu'ils vont démarrer un V-shape. Un V-shape, c'est une forte baisse et après une forte hausse. Donc ça fait une forme en V. Est-ce qu'ils vont pas nous refaire le coup qu'ils nous font depuis des mois avec de 3 heures de hausse continue. Donc là, c'est ce qu'on va regarder. On va devoir y aller. On va y aller, ouais. Merci. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à envoyer à Alain qui nous enverra les questions. Et sinon, vous pouvez aller sur le site Crescendo Trading et nous envoyer des questions directement. Sur Facebook aussi, ou sur le site, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ok, donc là, normalement, j'ai repris la main. Les gens ne doivent plus avoir normalement votre écran et je vais même essayer de pouvoir rediffuser mes diapos si ça veut bien fonctionner. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Donc, pour me contacter, c'est très facile. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais vous adresser un email ce soir ou demain matin ou plus tard sur l'offre qui vous a été faite. Et vous avez ici sur la diapositive à l'écran toutes mes coordonnées, que ce soit email ou numéro de portable professionnel. Et pour les personnes qui sont disponibles la semaine prochaine, le 26 novembre, nous faisons une formation à Paris. C'est gratuit, c'est dans nos bureaux, rue Taitbout, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, dans le 9e arrondissement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Pour les Lyonnais ou les gens de la région Rhône-Alpes, nous serons ce vendredi 22 à Lyon. Donc là, je parle de Self Invest, hein, bien sûr. Je serai avec Pascal Hirtz.
Donc, comme indiqué tout à l'heure, Monsieur Hirtz, c'est le H de WHS, c'est l'un des deux créateurs de la société qui a créé ce broker en 1998, il y a un peu plus de 20 ans. Voilà. Donc, je sais que Tarek et Nabil étaient encore dans le berceau il y a 20 ans, mais bon, entre-temps, on avait déjà créé un broker, non, je plaisante. Voilà, ben merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live, malgré quelques petits soucis techniques. On fera en sorte, je pense, à l'avenir d'en refaire d'autres et bien sûr, on prendra toutes nos dispositions avant pour ne pas avoir ce genre de soucis. Encore une fois, on avait été un peu endormi, comme ça arrive aussi sur les marchés. On avait été un peu endormi par le fait que la précédente session s'était très bien passée. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison que celle-là ne se passe pas bien. Comme quoi, deux webinaires différents, c'est deux webinaires différents. C'est comme deux trades différents. Donc, il n'y a pas de lien d'un trade à l'autre, mais il n'y a pas plus de lien entre deux webinaires, manifestement. Voilà, merci à tout le monde. Je ne sais pas si Tarek et Nabil veulent encore dire un petit mot. Non, bah merci à tout le monde, hein, et puis à bientôt pour un nouveau live. Merci à tous. Merci bonne soirée. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir.